Salut à vous. Euh, Bonjour tout d'abord. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer hier, oui je tourne cette intro après, un député européen et on a pu parler ensemble de ce qu'était l'Europe selon lui et des problèmes liés à cette Europe, mais aussi des avantages que l'on peut voir. C'était très intéressant de pouvoir discuter avec lui et j'ai de plus en plus d'occasions de pouvoir interviewer des personnes. J'ai notamment eu la chance d'interviewer euh, un député français, un sénateur, un maire et maintenant un député européen. Bon, pour compléter la liste, il reste plus qu'un ministre et puis là, on sera pas mal. Et le président de la République est là, to the top. Enfin bref, je vais vous le présenter peut-être. Je vous le présente. Je prends mes notes. Bon, je vais vous lire un peu qui c'est. Donc c'est Christophe Grudler, qui est député européen français. Il est journaliste de profession et il a un diplôme d'études approfondies en histoire moderne. Il était conseiller départemental de Belfort, mais il a démissionné. Diplômé de l'Université d'enseignement du journalisme de Strasbourg. Il a été rédacteur en chef et directeur du Journal des enfants. Il a fait beaucoup de candidatures municipales, législatives, etc. Beaucoup sont victorieuses, euh, mais il est actuellement donc député européen. Sur la liste Renaissance, donc du MoDem avec La République en marche, Agir et le mouvement radical, nous avons quoi d'autre à dire? Il est membre titulaire de la commission de l'industrie, ça il va revenir dessus, de la recherche et de l'énergie, donc qui prend en compte le spatial. Euh, Aussi, il est à la délégation pour la relation avec la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Et il a eu de nombreuses récompenses littéraires et éthiques. Mais je ne vais pas toutes vous les citer, ça serait un peu long. Au pire, vous avez sa page Wikipédia. Pendant cette interview, on a parlé de l'espace, de comment il voyait l'Europe, de beaucoup de choses, parce qu'il est très investi dans l'espace. Il a même vu Thomas Pesquet juste avant qu'il décolle. Donc il va nous parler un peu de ses coulisses, de ce qui s'est dit. Et voilà. Vous êtes avec moi pendant 1 heure, et pendant cette heure, nous allons parler ensemble, dans un premier temps, de votre métier, parce qu'on va pas se le mentir, député européen, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Dans un second temps, nous aurons des questions rapides, je vous expliquerai le concept juste après. Ensuite, nous aurons un débat sur un sujet que j'ai choisi. Nous aurons un jeu des chiffres, et enfin, vous aurez une carte blanche. On a donc un programme très chargé, je vous propose qu'on commence maintenant. Avec plaisir. Allez, on va partir directement, donc pour apprendre à vous connaître un peu plus. Je pense que pour apprendre à vous connaître, il faut d'abord apprendre à connaître votre fonction. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est un député européen? Alors, un député européen, c'est quelqu'un qui siège au Parlement européen et qui vote des lois, des lois européennes, on va appeler ça comme ça pour faire simple. Hein. Et donc, dans plein de domaines qui sont maintenant d'une compétence européenne, une compétence française, hein, évidemment, mais on a une politique commune, mieux qu'en étant tout seul, chacun dans son coin. Oui. Alors, soit vous voulez que je détaille, vous voulez peut-être que je détaille un petit peu, mais Je vous en prie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Le grand objectif, par exemple, pour le mandat qu'on a là, depuis 2019, c'est le Green Deal. C'est le pacte vert européen. Et donc, on va tous, donc, qui dit qu'il y aura une décarbonation complète de l'Union européenne d'ici à 2050. Et donc, on se bagarre pour trouver les bons textes, comment on va chauffer, comment on va produire dans l'industrie, comment demain on va faire de l'acier de façon différente, il n'y aura plus de dégagement de carbone, comment on va faire du ciment, comment on va faire travailler les gens dans la transition écologique. Voilà, donc quelques-unes des thématiques. Et là-dessus, on vote des textes pour fixer des objectifs, pour donner des budgets, pour qu'il y ait de l'argent pour mener un certain nombre de programmes de décarbonation, alors notamment l'hydrogène, c'est actuellement la mode. Ça rejoint un peu l'espace d'ailleurs, parce qu'il y a de l'hydrogène également pour l'espace. Et donc, voilà, donc on est là pour pousser en fait les bonnes technologies, et tout ça évidemment au profit des Européens, hein, puisque le Parlement, député européen, il représente les gens. Hein, c'est pas le Conseil européen, c'est les nations, c'est les États membres. Il y a 27 États membres, tandis que le Parlement européen, c'est l'Europe des peuples. Parce qu'en fait, on a été élus au suffrage universel direct par les gens qui ont voté pour nous. Donc, en retour, eh bien, on les représente et on essaye de faire le maximum pour eux. Je suis de retour, ne vous inquiétez pas. Hop. Allez. Donc, voilà. Eh bien, maintenant, je vous explique le principe des 10 questions rapides. Je vais vous poser 10 questions, où certaines pourront être répondues par oui ou non, tout simplement.
et d'autres par de très courtes phrases. Cependant, vous avez le droit de me dire stop 3 fois pour qu'on puisse débattre ou parler un petit peu plus en profondeur du sujet que je vais aborder. Et petite nouveauté cette fois-ci, je me réserve le droit, moi aussi, de m'arrêter sur une question pour qu'on en parle un petit peu plus. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien, allons-y, essayons. C'est parti. Alors, quand est-ce que SpaceX ira sur Mars? Je peux déjà difficilement vous répondre oui ou non. Hein. Donc, bon. Oui. Bon. SpaceX est sur Mars. Eh bien, écoutez, le plus tôt possible, ça serait bien. Alors, il y a déjà SpaceX ou une autre firme. L'essentiel, c'est l'être humain sur Mars. Hein. Voilà, c'est plutôt l'horizon 2030-2035. L'étape d'avant, c'est la Lune, puisqu'on va aller sur la Lune en 2024-2025, avec un Européen qui ira en 2028. Et donc, le but, c'est la station orbitale, le programme Artemis, Gateway, station orbitale autour de la Lune, avec des possibilités d'envoyer des gens sur la Lune régulièrement. Et là, en fait, ils vont s'entraîner aux conditions qu'ils pourront trouver sur Mars lorsqu'ils iront. Et puis voilà, évidemment, mon rêve pour 2030, on va dire en 2030-2035, pour être un peu plus large quand même, c'est quand même de voir en fait un Européen un être humain européen poser le pied sur Mars pour la première fois. Et si ça pouvait être une femme européenne, ça serait vraiment top, quoi. Exceptionnel. Quand est-ce que l'Europe ira elle-même sur Mars? Alors, personne n'ira tout seul sur Mars. Ça, c'est certain, ces programmes coûtent extrêmement cher. Et il y a aussi le degré d'acceptation par la population. Je pourrais vous expliquer comment on fait en Europe, d'ailleurs, pour que les gens se rendent compte que de tous les jours, ils ont besoin de l'espace. Mais en fait, si on va là-bas, on y va dans le cadre d'une coopération internationale. Ce n'est pas les Américains qui vont là-bas, ce n'est pas les Chinois. C'est une coopération internationale. Mais c'est par des moyens, américains. Quand est-ce que l'Europe mettra les moyens pour aller dans l'espace? Ah oui, mais on met déjà les moyens pour retourner sur la Lune, hein, puisqu'on va fabriquer le module de service de la capsule Orion, hein, la capsule Orion est américaine. Le module qui est juste en dessous, c'est un module européen. On va apporter d'autres technologies. Donc on finance en fait, hein, par une participation, un programme international. Je dis bien, ce n'est pas un programme américain, c'est un programme international. Et c'est assez important de le voir. C'est comme la science, la recherche, ça se fait toujours à plusieurs pays. Et voilà, pour l'exemple de la station spatiale internationale, l'ISS, ça coûte 100 milliards. L'Europe a apporté entre 8 et 10 milliards, 10%. Alors, il y a les Japonais qui ont amené de l'argent, les Américains ont amené de l'argent, d'autres pays ont également amené de l'argent. Donc, c'est un partenariat international. Si on avait mis 100 milliards sur la station orbitale, sur l'ISS, je ne suis pas sûr que la population ait vraiment compris l'intérêt pour elle. Parce que si on met 100 milliards là, on ne met peut-être pas sur la relance économique, on ne met peut-être pas ailleurs, parce que l'argent aussi, il faut l'utiliser avec parcimonie. Mais ça veut dire que tout ça, ça se fera de façon internationale, ça ne se fera jamais un pays tout seul. D'accord. Est-ce que l'Europe va soutenir la militarisation de l'espace? Alors non, déjà il faut savoir que c'est interdit, la militarisation, l'arsenalisation en fait est interdite depuis les traités de neutralité de l'espace depuis les années 60. Mais il y a beaucoup de projets qui veulent mettre des objets qui puissent atteindre la Terre depuis l'espace. Oui, c'est vrai. Alors, en fait, il faut séparer deux choses. Ce que vous appelez la militarisation et l'arsenalisation. La militarisation, elle existe déjà. C'est les satellites espions utilisés par les services de défense de nombreux pays. Alors, en général, ce sont des satellites qui sont en LEO, hein, donc low orbit, enfin, donc des satellites qui sont à quelques centaines de kilomètres de la Terre, qui ont des images beaucoup plus précises et beaucoup plus rapides. Ce sont aussi les satellites de géolocalisation qui sont à 36 000 km de la Terre. Et puis, ce sont aussi les satellites avec du laser, du radar, qui permettent, en fait, même si on n'a pas une vue en fait, sur la scène, de détecter en fait, des situations. Ça existe déjà. Hein, mais on sait aussi facilement détruire un satellite depuis un missile qui part de la Terre. Les Chinois l'ont fait, les Américains aussi. Conclusion, on a grâce à eux, des milliers de débris dans l'espace. C'est un autre sujet. En fait, en cas de conflit, le risque, c'est plutôt effectivement que quelqu'un envoie un satellite, percuter un satellite militaire pour priver les gens d'oreilles ou d'yeux
voilà, un pays ou un autre. Bon, là, il y a un risque par rapport à ça. Je pense qu'il faut être vigilant à ce que voilà, il n'y ait pas demain des armes nucléaires dans l'espace, qu'il n'y ait pas de choses comme ça, et que l'esprit, on va dire, fraternel, pacifique de l'espace l'emporte. S'il y a des satellites d'observation militaire, bon, qu'on les laisse et qu'on se respecte. Ce n'est pas non plus la guerre totale qui doit s'imposer quand des gens sont en conflit. Et si on peut éviter les conflits, parfois c'est aussi bien. Est-ce que vous êtes satisfait de l'accord que l'Europe a trouvé avec le Royaume-Uni pour son Brexit? Alors, globalement, non, évidemment. Je regrette évidemment le départ de nos amis britanniques qui avaient toute leur place dans l'Union européenne. Ça m'énerve d'autant plus qu'en fait, ce n'est pas leur intérêt, on le sait. On sait qu'ils vont y laisser beaucoup de points de PIB, beaucoup de richesses nationales. On sait que ça va créer de grandes difficultés pour leurs entreprises. Et ils ont fait ce choix et ils sont allés jusqu'au bout. Bon, après, c'est leur décision souveraine, on ne peut que le respecter. Donc, voilà, l'accord sur le Brexit, si vous voulez, c'est pas bien. Voilà, enfin, je ne suis pas content que les Britanniques soient partis, parce qu'ils font partie de la grande famille Europe. Oui. Convaincu ou non sur l'accord Russie-Chine pour une nouvelle station spatiale et dont le premier module a été lancé par la Chine? Alors, non, pas encore convaincu, parce que vous avez vu que les Chinois ne sont pas vraiment au point sur le spatial. Ils ont des étages de fusée qui retombent très mal sur Terre, qui manquent de tomber sur les gens. Voilà, il y a encore pas mal d'approximations de leur programme spatial. Les Russes ont une technologie ancienne maintenant. Ils lançaient depuis Baïkonour, ils continuent à lancer depuis Baïkonour, même si ce n'est plus la Russie maintenant, c'est plus l'URSS. Mais les Russes ont aussi plus les moyens de financer une politique spatiale. Donc, qui s'entendent, ma foi, et qui développent leur projet autonome, pourquoi pas, mais je ne suis pas convaincu par leur capacité technique d'aujourd'hui. D'accord. Le Starship SN15 a réatterri avec succès. Combien de temps avant que l'Europe finance la recherche d'une fusée de tourisme pour aller dans l'espace? À mon avis, du temps. Alors quand on parle des Américains, il faut toujours faire attention. On dit toujours SpaceX, c'est privé, c'est privé. Non, ce n'est pas privé, SpaceX. C'est financé par la NASA. Public, avec Voilà. des garanties de contrat de plusieurs milliards. Et avec ça, oui. Si on faisait ça dans l'Union européenne, vous auriez plein d'entreprises privées qui se lanceraient dans ce domaine-là. Hein. Donc, c'est en fait du parapublic qui donne le goût du privé. Donc, il faut trouver par contre des modèles pour nous, sur les lanceurs réutilisables, sur d'autres éléments pour arriver en fait à moderniser un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, je ne suis pas sûr que les touristes dans l'espace, ce soit une réalité avant quelques décennies. D'accord. Est-ce que vous seriez favorable à un retour de l'Écosse dans l'Union européenne en tant que nation? Oui, bien sûr. Tous les pays comme ça qui sont des pays amis de l'Union européenne, qui étaient membres et ça s'est toujours très, très bien passé, avec une volonté des peuples de poursuivre le travail avec nous. Moi, je suis évidemment favorable si les Écossais avaient le droit de faire un nouveau référendum, parce que ça dépend quand même du Premier ministre britannique. Hein. S'il dit non, il n'y aura pas de nouveau référendum. Ce qui sera quand même assez dur. Comme l'Irlande du Nord. Hein. Vous savez, l'Irlande du Nord a vocation aussi à rejoindre l'Union européenne. Voilà, c'était quand même un élément de paix, un élément de fraternité aussi, et du développement économique. L'Europe accuse Boris Johnson d'avoir bloqué les exportations de vaccins. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est un peu compliqué l'affaire des vaccins. Hein. Donc, il y a eu un peu de souveraineté qui s'est engagée. Alors, c'est en partie vrai, on va dire. Par contre, AstraZeneca notamment est venu de toute l'Europe pour fournir la Grande-Bretagne. Et des doses de ce laboratoire britannique qui étaient prévues pour les Européens, ils avaient signé un contrat pour ça, n'ont pas été donnés aux Européens, ont été renvoyés en Grande-Bretagne. Et ça, c'est pas tellement réglo. Donc voilà, ça, je n'accepte pas. Quand on signe, on a une parole, on a un écrit, et on respecte l'écrit, et on n'essaye pas de contourner au profit d'un pays unique et au mépris de ses engagements contractuels. Donc, il y a des sanctions qui sont prévues au labo. Pardon ? Il y a des sanctions qui sont prévues ? Oui, puisque l'Union européenne a commencé à engager une procédure contre AstraZeneca, pas contre le gouvernement britannique évidemment, hein, mais contre AstraZeneca. Et donc, voilà, ça va suivre dans les prochaines semaines. On a décidé à ne pas se laisser faire, parce qu'il y a le risque, quand vous signez un contrat avec quelqu'un qui ne respecte pas son contrat, il y a le risque que d'autres continuent à faire pareil si on laisse faire. Donc, il y a aussi un devoir par rapport à ça.
Mais les autres labos ont tous joué le jeu, ont été tout à fait corrects dans leur livraison de doses de vaccins, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a quand même pas mal de doses dans l'Union européenne. Pour ou contre une surveillance des frontières européennes par les Américains? Alors, évidemment contre. C'est pas le boulot des Américains. Parce que récemment, on a vu dans les informations que les Américains vont aider l'Europe à surveiller leurs frontières en envoyant des drones. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, l'agence Frontex qui surveille nos frontières a fait un appel d'offres pour acheter des drones pour surveiller son espace aérien. Enfin, les limites en fait, de l'espace européen. Sauf que moi, quand j'ai lu l'appel d'offres et que j'ai vu les prescriptions techniques, je me suis rendu compte que malheureusement, c'était quasiment un copier-coller du Reaper américain. Donc, et en fait, c'est ça. Ils ont pris des Reapers de conception israélienne pour surveiller les frontières. Alors, moi, j'appelle de mes voeux la naissance d'Eurodrone. On a quand même pas mal de gens qui savent faire. On a Safran, on a Leonardo, on a Airbus. Beaucoup d'entreprises. Voilà, donc il nous faut des Eurodrones. Il y a Thales qui développe un Astrobus, un Stratobus, qui est une sorte de… C'est un peu plus haut que les drones, c'est dans la stratosphère, mais qui peuvent remplir le même rôle d'observation. Donc on a des matériaux européens et il faut vraiment que l'Europe assure ce que j'appelle son autonomie stratégique. Elle doit avoir son propre destin entre les mains et ne pas dépendre d'autres puissances. Donc ça, il faut y veiller dans chacune de nos politiques. C'est valable pour l'espace, et c'est valable aussi pour la surveillance de nos frontières. On ne peut pas confier ça à un pays tiers. C'est de la souveraineté de l'Union européenne. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On va passer maintenant au débat. C'est parti. Débattons sur un sujet qui me semble très intéressant. Est-ce que l'Europe est en retard par rapport aux États-Unis au niveau du spatial? Recontextualisons un petit peu. L'Europe est représentée au niveau mondial par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, mais l'entreprise de lanceurs européen, c'est Ariane Group. Or, l'entreprise SpaceX, qui est l'entreprise de lanceurs américain, prend de plus en plus d'ampleur sur le marché international. Avec les lanceurs habités vers l'ISS et de nombreux lancements privés, je finis pour vous donner la parole. Est-ce que Ariane Group qui développe des lanceurs réutilisables en ce moment, mais qui ne seront pas opérationnels avant 2025, voire 2030, est-ce que Ariane Group n'est pas en retard et donc est-ce que l'Europe n'est pas vraiment en retard sur le plan spatial? Non, très clairement, l'Europe n'est pas en retard. Elle a fait des choix différents. Et puis, historiquement, je vais même dire que l'Europe est le premier continent à avoir misé sur le privé pour ses lanceurs. Les fusées Ariane, c'est par le privé qu'elles se sont financées, ce n'est pas du tout par le soutien public. Quand le marché des satellites de télécommunications était florissant, il y avait des contrats privés pour Ariane qui lui permettent de remplir un carnet de commandes important. Et après, à côté de ça, il y avait les commandes publiques des États membres et de l'Union européenne. Et donc, le problème, c'est que depuis quelque temps, les satellites de télécommunications, le marché, c'est un peu tari parce que la télécommunication, c'est géostationnaire à 36 000 km de la Terre. Et il y a un temps de réponse, en fait, entre le moment où l'image arrive, où la communication arrive, le temps est trop long. Donc, ce type de satellite très lourd, très loin, eh bien, il y en a de moins en moins, en fait. Et donc, le marché privé, c'est donc cassé la figure, parce que ça, c'était tous les accès broadband, Internet au débit, visionnage en streaming, etc. Et donc, c'est fini pour ces très gros satellites. Donc, la part du privé a baissé dans le carnet de commandes, et donc, ça a effectivement été remplacé en partie par… OK. Alors, donc, avec la baisse du marché des satellites privés de télécommunications, eh bien, il a fallu que les États, que l'Union européenne investissent dans de nouveaux programmes. Et là, c'est les programmes européens Galileo, Copernicus, qui sont comme très coûteux, mais qui apportent énormément de services, qui ont permis une nouvelle fois à l'Europe d'avoir de l'avance. Le Galileo, ce sont des satellites de géolocalisation. C'est beaucoup plus précis que le GPS américain.
Bien sûr, mais en ce moment, SpaceX est en train d'envoyer des centaines de satellites dans l'espace pour justement créer une nouvelle constellation de satellites, là où l'Europe sera totalement, si je puis dire, inutile par rapport à SpaceX. Alors, là, ça dépend de quoi vous parlez, parce que sur Galileo, la précision européenne, elle est à quelques centimètres. Quand, aux États-Unis, elle est à 30 ou 40 centimètres. Sur les satellites de géolocalisation. Donc, là, on va parler des lanceurs, si vous voulez. Ça, c'est un autre domaine. Le domaine des lanceurs, effectivement, on s'est basé sur des lanceurs non réutilisables, qui était le système d'Ariane jusqu'à maintenant. SpaceX a inventé le lanceur réutilisable, enfin inventé. Historiquement, on a déjà aussi fait des tests de lanceurs réutilisables sur Ariane. On a à un moment estimé que ce n'était pas la peine et qu'en fait, il valait mieux reconstruire des lanceurs à chaque fois plutôt que de réutiliser, parce qu'on pensait aussi qu'il y avait des risques sur la réutilisation. Vous savez, moi, je suis allé voir le lancement effectivement de Thomas Pesquet à Cap Canaveral. Le lanceur réutilisé, mais il était cabossé de partout. Il avait vraiment mauvaise figure quand on le voyait. Et on se posait même la question de savoir s'il allait bien pouvoir lancer. Enfin, il a quand même été réutilisé 8 fois et il a réussi à aller dans l'espace. Ah oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est plus un lanceur neuf. Donc, à partir de quel moment il va falloir arrêter? Est-ce qu'il va falloir avoir un accident au bout du 12e lancement? Enfin, oui, il y a quand même des questions derrière qui se posent avant de dire c'est super, c'est génial, c'est neuf. Alors, là-dessus, on a une réponse européenne. Ça s'appelle l'Alliance européenne des lanceurs, qui va être lancée, c'est le cas de le dire, dans très très peu de temps. Et ça va permettre de travailler sur les lanceurs de grande puissance, parce qu'il y a aussi à mettre sur orbite de très grands satellites qui peuvent être demain, pourquoi pas, des data centers, plutôt que ça pollue la Terre. On peut stocker de la donnée dans l'espace. Voilà, un exemple parmi d'autres. Les lanceurs réutilisables, on va travailler dessus. Et puis les lanceurs de petite puissance également. Mais c'est trop tard pour travailler dessus. Vous ne pensez pas que c'est trop tard pour travailler dessus? Là, les États-Unis maîtrisent la technologie, j'ai envie de dire, parfaitement. Ils retombent sur des barges qui sont exceptionnellement bien faites. Comment arriver... Si on lance le développement maintenant, on aura un lanceur dans 20 ans. Ça sera déjà dépassé, la réutilisable. J'en ai discuté avec Thierry Breton, le commissaire européen. Le but, c'est de jouer le coup d'après. Et le coup d'après, c'est il y a les lanceurs, donc il faut qu'on se mette sans doute sur le modèle du lanceur réutilisable, mais on va quand même regarder si ça vaut le coup ou pas. Parce que peut-être que ça ne vaut pas le coup de faire du lanceur réutilisable. Oui. Peut-être que ça va être complètement condamné dans 5 ans, comme la navette américaine. Tout le monde s'est extasié devant la navette, c'est génial, la navette, c'est l'avenir, c'est l'avion de l'espace, etc. Le programme navette, il a été obsolète très rapidement, suite à des accidents, suite à des problèmes, et maintenant, plus personne ne parle de navette. C'est complètement dépassé par les navettes. Donc, peut-être que les lanceurs réutilisables, ça peut être aussi ça, ou peut-être pas. Et donc, ce qu'il y a de bien avec, si vous voulez, l'Alliance européenne des lanceurs, c'est de pouvoir faire le chantier complet et de trouver les solutions. Mais vous avez raison, c'est une solution à 15 à 20 ans. Ça ne sera pas avant, puisque maintenant, c'est Ariane 6 qui va permettre de lancer quand même 10 fois moins cher que le coût d'Ariane 5. Donc, c'est déjà... Mais toujours plus cher que SpaceX. Toujours plus cher, oui, mais pourquoi c'est pas cher SpaceX? Ils bradent les prix puisqu'ils sont shootés aux subventions publiques. Vous voyez, donc, il y a un intérêt, parce que c'est effectivement des privés, et ça, je trouve ça bien que des privés soient investis. Et d'ailleurs, SpaceX, ce n'est pas du 100% américain, ils ont des fournisseurs européens pour faire leur fusée et leur capsule. Donc, c'est bien, parce que ça bouge les lignes. Et puis, ça pousse à réfléchir et à dire à l'Europe, il faut faire de la recherche et développement là-dessus. Donc, on fait une alliance européenne des lanceurs, tout le monde va être autour de la table, y compris les États membres, et on va réfléchir à ce qu'on va faire. Et ça va être rapide. Et ça veut dire de la subvention publique d'État, de la subvention publique européenne, pour justement développer une nouvelle génération qui sera peut-être autre chose que le lanceur réutilisable. Il y a peut-être encore d'autres choses à inventer. Et cette alliance européenne va permettre d'y arriver. Mais je vais quand même vous dire, parce qu'on parle des lanceurs, moi j'aimerais bien qu'on parle des satellites quand même. Parce que les satellites, les Américains sont terriblement en retard sur le savoir-faire européen. On a quand même des ingénieurs qui travaillent très dur sur des programmes. Galileo, je vous ai dit, aujourd'hui, c'est 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde. 2 milliards d'utilisateurs sur les smartphones. Voilà, j'en ai un près de moi, vous voyez. Donc, les smartphones, 2 milliards d'utilisateurs avec un système de géolocalisation plus précis que le GPS américain, qui lui est militaire. Alors que Galileo, c'est un système civil. Donc, on a vraiment beaucoup de précision. Et les Américains ont demandé l'accès à une partie de Galileo qui s'appelle le PRS,
qui leur permettra, en cas de défaillance de leur GPS américain, de pouvoir se connecter sur notre Galileo européen. Et puis le deuxième exemple que je vais vous donner quand même, Copernicus. Le programme Copernicus, ça c'est l'observation de la Terre. Donc on a quand même des satellites très précis là-dessus, qui sont les plus précis au monde. Quand il y a une catastrophe naturelle, tout le monde fait appel à Copernicus. Parce qu'on est capable de faire un mapping de l'endroit où il y a la catastrophe, de dire aux pompiers, passez pas là parce qu'il y a une coulée de boue, prenez la route au-dessus, celle-là elle est restée ouverte, etc. Où est-ce qu'il y aura le plus de destruction, où c'est que vous devrez aller. Voilà, il y a une image qui est fournie en quelques minutes. Hein, là. Et Copernicus, c'est aujourd'hui, les premiers utilisateurs au monde de Copernicus, ce sont les Américains, parce qu'ils n'ont pas l'équivalent. Et ils utilisent notre système. Ça, c'est peu, mais ce sont vraiment les premiers utilisateurs. Et on va plus loin, puisque dans le nouveau programme spatial européen, on va installer des satellites Copernicus qui vont détecter le CO2 d'origine humaine sur Terre. Donc, comme on veut lutter contre le dégagement d'acide carbonique, enfin de CO2, pardon, eh bien, on va pouvoir voir où est-ce qu'il y a des fuites, puis les colmater plus facilement grâce à ces satellites de nouvelle génération. Et là, l'Europe est clairement leader du monde dans cette technologie-là. Le budget historique pour l'Europe pour le spatial vient d'être voté. 14,4 milliards d'euros vont être donnés pour le spatial. Les États-Unis, eux, ont un budget de 50 milliards de dollars. J'ai fait une comparaison très rapide. Les habitants en Europe, c'est 446 millions d'Européens. Et aux États-Unis, ils ont 325 millions d'habitants. Comment est-ce que ça se fait que l'Europe n'arrive pas à mettre plus dans le spatial alors qu'elle a quasiment 100 millions d'habitants en plus? Alors, votre calcul n'est pas tout à fait juste, parce que là, vous parlez du programme purement Union européenne. Le programme purement Union européenne, en fait, c'est 14,8. Il faut réactualiser les euros. Non, mais vous avez 14,4 version 2018, et ça fait 14,8 version 2021. Ça, c'est juste le programme européen. Ça concerne exclusivement Galileo, Copernicus, GovSatcom, EGNOS, qui sont les programmes phares de l'Union européenne. C'est que l'Union européenne, il faut rajouter tous les programmes des États membres. Avec l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, donc chaque État membre met de l'argent dans le spatial. Les agences nationales de l'espace mettent de l'argent. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle une ministérielle. Donc, en fait, tous les États membres se réunissent à un endroit. La dernière fois, c'était à Séville. Et disent, voilà, on commande à l'Agence spatiale européenne tant de millions ou tant de milliards de gens qu'on veut. Et donc, c'est quoi le budget aujourd'hui du spatial européen? C'est colossal. Enfin, pour moi, on doit être autour des 50 milliards. On va dire 15 milliards donc, de l'Union européenne propre. Alors, plus les 14 milliards sur l'exploration qui sont confiés à l'Agence spatiale européenne, et plus ce qu'on appelle les retours nationaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, quand l'Allemagne dit je mets 8 milliards sur le spatial, il y a ce qu'on appelle un retour géographique. C'est-à-dire que c'est 8 milliards qui sont donnés à l'ESA pour revenir apporter l'activité économique et industrielle sur le territoire allemand. Donc, voilà, c'est le principe du retour géographique. Donc, si on met tout bout à bout, je pense qu'on doit être à peu près à 50 milliards d'argent public. Vous pouvez en mettre dedans tous les engagements privés. Il n'y a jamais eu autant de start-up, de PME qui travaillent sur le spatial, parce que vous avez bien sûr le upstream, vous avez aussi le downstream. Le downstream, c'est récupérer toutes les données des satellites européens pour faire de l'activité au sol. Donc, et là, vous avez dans les 27 pays de l'Union européenne, vous avez du spatial. Alors que les lanceurs sur la ils sont engagés. Mais sur le downstream, vous avez 27 pays. Pour vous donner juste une idée, Galileo et Copernicus, ça génère tous les jours 14 terabits de données qui reviennent sur Terre. Et maintenant, vous êtes dans un bureau en Bulgarie, vous êtes ingénieur, vous y connaissez un peu en informatique, vous développez une application à partir de ces données qui sont en accès libre et vous faites un service pour passer les frontières, service pour l'agriculture, pour l'urbanisme, pour l'aide à la population en fait. Et donc là, il y a aussi vraiment de très nombreux emplois qui sont créés dans ce domaine-là au niveau européen. D'accord. Eh bien, je vous remercie pour ce débat. Maintenant, on va passer tous les deux au jeu des chiffres. Je vais vous donner 3 chiffres et je vais vous donner 3 significations. Dans un premier temps, je ne vous les donnerai pas et vous devrez savoir à quoi correspond quel chiffre. Est-ce que vous êtes prêts?
Je suis prêt, pas de problème. Nous avons 2,3%, 750 milliards, 33%. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Alors, répétez doucement. 2,3%. %. Le deuxième? 750 milliards. Ça va. Je sais ce que c'est. Et 33%. Et 33%, voilà, ça peut être plein de choses. Mais bon, les 750 milliards, c'est le plan de relance européen qui a été décidé par les États membres et qui va être distribué en fait, au pays. Donc en France, c'est 40 milliards d'euros qui vont arriver. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors après 2,3, faites plein de choses. Donc, vous allez pouvoir me... Il y en a un qui est en rapport avec la télévision française et un autre qui est en rapport avec le nombre de personnes qui souhaitent sortir de l'Europe. Bon, ben, je pense qu'on doit être sur le 33% pour les gens qui souhaitent sortir de l'Europe, peut-être. Et puis 2,3%. Redites-moi ce que c'est, ce sera peut-être plus simple. Eh bien, les 2,3%, c'est, vous l'avez partagé, j'ai pris ce chiffre sur votre story Instagram, c'est le pourcentage que la télévision française parle de l'Europe. D'accord, je pensais qu'on était resté dans le domaine de l'espace, pour ne rien vous cacher, donc c'est très très bien. Oui, d'accord, oui, okay. C'est très très peu, et on se bagarre vraiment beaucoup auprès des médias français pour qu'on parle plus d'Europe, et si possible dans une phase positive. Vous voyez, l'histoire du Sofagate dont nous avons parlé ensemble autour d'Ursula von der Leyen à Istanbul, ça fait une des journaux. C'est du buzz, c'est quelque chose polémique, ça va. Et après, on va voter un grand rapport. Le programme spatial européen, très peu de gens en ont parlé. C'est hyper important pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne, pour le quotidien des gens. Ben là, c'est passé discrètement. Le Fonds européen de la défense, qui va permettre en fait de coordonner un petit peu nos matériaux militaires en Europe, personne n'en a parlé. Vous voyez, donc il y a comme ça une volonté peut-être de réduire les moyens pour les médias français, d'être moins présents à Bruxelles ou à Strasbourg. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien dommage. Et je pense que beaucoup de journalistes se sont rendus compte et font un travail pour essayer de corriger un petit peu tout ça. Quant à votre chiffre de 33%, eh bien oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui souhaitent quitter l'Union européenne, mais en général, ils ne la connaissent pas. Et ils ne se rendent pas compte de toutes les retombées qu'ils ont de leur vie quotidienne. Et on dit toujours, ouais, de toute façon, en France en particulier, on râle, on aime bien râler en France, hein, ça c'est historique, et on aime bien dire, ouais, de toute façon, l'argent pour l'Europe, c'est de l'argent qui est à nous, Français. Ben, c'est faux. Vous me dites 750 milliards pour le plan de relance européen, il y a 40 milliards qui vont venir en France. Je vous pose une question de chiffre également. Quel pourcentage sur les 40 milliards qui sont attribués à la France pour le plan de relance, quel pourcentage provient de la poche des contribuables français? Oula, vous me posez une question très technique, je ne sais pas. C'est très facile. C'est très facile, je vous donne la réponse tout de suite pour ne pas vous mettre mal à l'aise, c'est 0%. 0%. On va toucher 40 milliards, on est bon, 40 milliards d'aides pour aider nos entreprises, pour aider nos salariés, pour aider tous les secteurs économiques, pour que les gens aient de l'argent dans la poche et qu'ils puissent vivre. Ces 40 milliards ne nous coûteront pas un seul centime. Ça ne viendra pas du budget donné par la France à l'Union européenne. Ça viendra de ressources propres de l'Union européenne qu'elle va faire en protégeant le marché européen, notamment avec le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, qui fait que quand un produit qui a une grosse empreinte carbone voudra arriver sur le marché européen avec donc une empreinte carbone, donc une pollution, eh bien, il sera taxé très très fortement pour qu'il y ait justement une égalité de traitement avec nos entreprises européennes qui auront produit sans dégagement de carbone. Donc avec tout ça, c'est un exemple parmi les taxes qui vont être payées pour éventuellement dissuader d'ailleurs ces entreprises de venir sur le marché européen, eh bien, ça va nous générer de l'argent qui va permettre de rembourser l'emprunt que l'Union européenne a fait. Donc, un emprunt de 750 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Et donc, ça va être remboursé par ses ressources propres. Donc, ce n'est pas le budget de la France qui va payer cet emprunt. Et c'est la première fois que les Européens ont de la dette en commun. C'est quand même assez nouveau. Oui. L'argent n'était pas cher, il y avait presque des taux presque négatifs. Donc, c'était le moment d'aller impulser pour, après la pandémie du Covid, pouvoir relancer notre économie.
Sous une de mes vidéos, j'expliquais le programme de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2022. Quelqu'un m'a dit les personnes qui sont nées après 1990 ont peur de sortir de l'Europe alors que ça pourrait être très bien. Pourquoi on aurait peur de sortir de l'Europe? Mais déjà, ça n'apportera rien de sortir de l'Europe. Au contraire, c'est beaucoup. La France est plus forte. Si on veut plus de France, il faut plus d'Europe. Parce que le bon bouclier, c'est l'Europe. Le bon glaive, c'est l'Europe aussi. C'est-à-dire pour se défendre, c'est pas dire qu'il faut être belliqueux. Moi, je suis favorable à la fraternité entre les peuples, le monde, mais on a besoin d'une protection commune. Et tout seul, on est plus faible que qu'on est à plusieurs à défendre la même cause. Et donc, le principe de l'Union européenne, c'est ça. Et si vous regardez bien toutes les retombées de l'Union européenne pour les Français, pour leur vie quotidienne, voilà, les gens ne se rendent pas toujours compte. La chance qu'ils ont d'être en France, en particulier, au cœur de l'Union européenne. Je suis allé à Cap Canaveral pour voir Thomas Pesquet et travailler sur le programme spatial européen. Voilà, je vous dis là-bas, un test PCR, ça coûte $200 pour le citoyen lambda. En France, c'est gratuit. Voilà, un exemple parmi d'autres de notre protection sociale. On ne se rend pas compte parce qu'on vit avec ça. Et on trouve encore le moyen de râler parce que ça ne va pas. Et donc tout ça, c'est grâce à l'Europe? Etc. Mais ça participe à une dynamique commune. Alors, la santé, maintenant, c'est l'Europe, hein, quand même. Hein. Et là, sur le prix des tests PCR, c'est une initiative française de dire le PCR est gratuit. Mais c'est payant dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne. Et l'Union européenne vient de dire, maintenant, on souhaite que les prix soient le plus bas possible pour permettre à tous les Européens d'avoir accès aux tests PCR. Donc ça, c'est l'Europe qui le fait. Nous, en France, c'était déjà fait. Et oui, le modèle français inspire l'Europe. Et je trouve ça bien pour nos valeurs, parce que moi, je suis attaché à la France, évidemment. Mais quand la France peut montrer l'exemple, peut montrer les politiques qu'elle peut présenter à d'autres pays, on est encore plus fiers d'être français, parce que c'est notre modèle de vie, notre modèle de société, qui s'impose à d'autres, qui n'avaient pas forcément cette vision-là. On se bagarre pour le SMIC dans tous les pays de l'Union européenne. Ça n'existe pas dans certains. On se bagarre pour qu'au niveau fiscal, il n'y ait pas de dumping, que ce soit les mêmes impôts à peu près partout pour les sociétés, pour pas qu'on nous arrache les sociétés, pour qu'elles aillent au Luxembourg, aux Pays-Bas ou en Irlande. Donc voilà, il y a un travail qui est fait comme ça. Si on était recroquevillé sur nous-mêmes, on n'aurait plus aucun levier. Et ça serait la désindustrialisation complète de la France, parce qu'on irait chez le voisin, qu'il y aurait des taux beaucoup plus faibles. Voilà, on ne profiterait pas d'une dynamique commune. Et là, vers la coordination de l'Union européenne, c'est plus de richesse pour tous les habitants de l'Union. D'accord. Il ne nous reste plus que quelques minutes avant que vous partiez en réunion. Donc maintenant, c'est le moment de votre carte blanche. Je vous laisse, vous avez le temps que vous voulez, que vous m'accordez, pour nous parler de ce que vous voulez. Alors, de ce que je veux au niveau de l'espace ou pas? De ce que vous voulez, je vous laisse la carte blanche. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est qu'effectivement, de plus en plus de gens adhèrent à l'idée européenne, à l'idéal européen, tout en restant ce que nous sommes, évidemment. Il ne s'agit pas de gommer l'identité française ou l'identité d'autres pays. Il s'agit juste de rappeler quand même que l'Union européenne, c'est la fraternité. C'est comme ça qu'on est en paix. Les jeunes, pour vous, c'est évident qu'on est en paix, mais en fait, ce n'était pas évident pour les générations avant vous. Les gens qui ont toujours vécu la guerre en 70-71, en 14-18, en 39-45, voire la guerre un peu après de la guerre d'Algérie ou l'Indochine. C'était plus l'Europe cette fois. Mais je veux dire, les gens ont vécu en guerre. Maintenant, on a la chance de vivre dans une Europe pacifiée. On va dire qu'il n'y a pas de problème, mais on n'a pas, voilà, il n'y a pas d'armées qui se battent au sein de l'Union européenne ou entre pays. Il n'y a pas de guerre fratricide. On a compris que c'était ensemble qu'on devait y arriver. Et donc, moi, ce dont je voulais peut-être parler à la jeunesse en particulier, c'est ça, c'est qu'il faut défendre cet idéal, parce que ce n'est pas gagné pour de bon, et le risque du repli chacun sur soi risque d'être effectivement catastrophique. Donc il faut, voilà, un message plus global, dire qu'il faut défendre cet idéal qui rapporte en fait à chacun des Européens. D'accord, eh bien, très bien, je vous remercie beaucoup. Juste avant de nous quitter, je veux une toute dernière question. Le 9 mai, c'est la fête de l'Europe. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, plusieurs choses. Le 9 mai, vous avez l'ouverture de la conférence sur l'avenir de l'Europe à Strasbourg, qui malheureusement, à cause du Covid, n'est pas accessible à tout le monde, et en particulier pas aux députés européens. Donc, je vais assister en visio à tout cela. Et puis, voilà, c'est hyper important pour moi d'y assister. Je participe à Paris également à une table ronde sur justement la fête de l'Europe pour parler de l'intérêt de
de l'Europe à tous les concitoyens, à la Maison de l'Europe à Paris. Et puis, voilà, il y a un événement plus personnel. Pour le jour de la fête de l'Europe, c'est sympa. Je vais pouvoir voir pour la première fois mon petit-fils qui habite à Paris. Et voilà, je suis grand-père pour la première fois. Je suis encore très jeune. Félicitations. Mais voilà, et donc voilà, c'est beaucoup d'émotion pour moi de voir un petit Européen arriver. Et je vais enfin pouvoir aller le voir parce que la vie d'un député européen, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est sympa. Il y a plein de choses à faire. Pour la vie sociale, c'est super. Pour la vie privée, la famille, il y a des moments aussi, elle sait qu'on fait un peu des sacrifices parce que c'est la cause commune. Hein, les gens nous ont élus, nous ont fait confiance. C'est pour qu'on fasse un travail, c'est pas pour qu'on reste chez nous à se tourner les pouces. Donc, ma famille le sait. Et donc, voilà, j'irai voir mon fils et puis son jeune fils là, qui vient de naître. Et voilà, c'est une nouvelle génération d'Européens qui arrive. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, c'est fini pour cette interview qui était, je trouve, très intéressante. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ah oui, je voulais vous remercier parce qu'on est quasiment à 1000 vues sur la vidéo « Comment devenir un astronaute ». La dernière vidéo du programme de Marine Le Pen est à 500 vues. On a passé la barre, je crois, des 85 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Et donc voilà, je voulais vous remercier, vous dire merci beaucoup. Et voilà, on va continuer. Et bien abonnez-vous, mettez la cloche et mettez-moi un commentaire. Dites-moi qui est-ce que je pourrais inviter d'autres, après donc le député, le sénateur, le maire et donc le député européen. Dites-moi si vous avez une instance ou quelque chose qui vous ferait plaisir et une personne pour que je puisse la recevoir. Ciao.